Alors, je viens de vous présenter aujourd'hui les résultats préliminaires d'une enquête par sondage que nous avons effectuée, moi, ma collègue Catherine Lacapitaine, ma collègue Geneviève Barry-Gingras et mon collègue François Bolduc du département des relations industrielles de l'Université Laval. Une enquête qui porte sur les conséquences de la pandémie pour la qualité de l'emploi et du travail du personnel enseignant au Québec, plus précisément du personnel des écoles primaires et secondaires. Non, pas secondaires, pardon. Dans cet échantillon ici, c'est seulement primaire, des écoles primaires au Québec. Ce que je vais vous présenter, c'est un échantillon de 205 répondants-répondantes qui proviennent des commissions scolaires anglophones au Québec, donc des 9 commissions scolaires qui enseignent en langue anglaise au Québec. Il y a un autre échantillon beaucoup plus grand qui porte sur les enseignants-enseignantes des centres de services scolaires francophones au Québec. J'utilise les deux termes commission scolaire et centre de services scolaires parce que dans le milieu anglophone, ils ont conservé leur commission scolaire. Donc, ils ont conservé des commissaires élus, alors que dans le milieu francophone, on a éliminé l'idée de la démocratie scolaire avec l'appui de la population. Alors, donc, je vais vous présenter les premiers résultats qui portent sur les enseignants-enseignantes des commissions scolaires anglophones au Québec. La problématique, bien sûr, puis ça va avec la question de recherche, c'est quelles sont les conditions de réalisation du travail dans les milieux de l'enseignement primaire et secondaire historiquement, la longue tendance, mais également dans le contexte de la COVID. Ce que l'on sait, je vais tenter d'enlever cet encadré ici parce qu'il me cache, ce que l'on sait est que les conditions de réalisation du travail dans le milieu de l'enseignement au Québec, au primaire et au secondaire, mais ici on parle du primaire, suivent une très longue tendance à la détérioration de la qualité de l'emploi et du travail. C'est noté par de très grands spécialistes de la condition enseignante que sont Maurice Tardy, qui est un historien de la condition enseignante au Québec, et également Marie-France Maranda et Simon Vivier, qui sont des spécialistes de ces questions. Et bien sûr, il y a Brocken qui l'analyse également pour l'ensemble des États-Unis et du Canada, cette tendance vers la détérioration des conditions de travail et des conditions de réalisation du travail dans le contexte du néolibéralisme et de la restructuration des emplois dans le milieu de l'enseignement. Au Québec en particulier, la lutte pour la reconnaissance et la valorisation sociale du travail enseignant au Québec date des débuts de la profession. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une profession qui a fréquemment été très dévalorisée au Québec et il y a une lutte constante depuis les débuts de la profession. Maurice Tardy le documente très bien dans son ouvrage séminal de 2014. Il y a une lutte constante pour préserver l'autonomie et la valorisation sociale du travail enseignante au Québec. Maurice Tardy va dire que c'est une profession cousue de fil rouge, en signifiant que c'est une profession qui est toujours soumise à des pressions externes pour justement tenter de réduire son autonomie, des pressions qui sont de toutes sortes. Bien sûr, ce n'est pas aussi important au Québec qu'on peut le retrouver aux États-Unis, où l'attaque est vraiment idéologique. Ici, c'est une attaque idéologique également au Québec, mais pas dans le sens politique, plus dans le sens de vouloir implanter des réformes dans les méthodes d'enseignement. Et bien sûr, il y a eu des réformes justement néolibérales au Québec depuis le début des années 2000, dans le milieu de l'enseignement avec la réforme de 2000, qui implante beaucoup les mesures de la nouvelle gestion publique, telles que la gestion axée sur les résultats, la reddition de comptes importante, le droit de réussir. Au Québec, la réussite scolaire est un droit. Contrairement à quelque chose que l'on mérite fréquemment, ce qui veut dire, par exemple, qu'un enfant ne peut pas échouer plus qu'une fois au primaire. Si tu échoues ta première année du primaire, automatiquement, tu vas te rendre au secondaire. C'est comme ça que ça se produit au Québec. Et donc, il y a beaucoup de pression sur les enseignants-enseignantes pour réduire les taux d'échec et donc augmenter d'une façon importante les taux de passage. Et autre chose qu'on devrait également ajouter à ceci, c'est qu'au Québec, ce qui nuit beaucoup à l'autonomie des enseignants-enseignantes est le programme de formation de l'École québécoise. C'est un programme très centralisé qui découle du ministère de l'Éducation, qui s'impose sur les enseignants-enseignantes, qui est extrêmement chargé. Et puis, alors qu'au primaire, avant la 6e année du primaire, il n'y a pas d'examen du ministère, il y a quand même des examens uniformes des commissions scolaires dans les matières de base, qui encore une fois mettent de la pression sur les enseignants-enseignantes pour, si on peut dire, uniformiser leur méthode d'enseignement et leur pratique pédagogique afin d'atteindre des résultats. Un autre phénomène que l'on voit beaucoup au Québec qui nuit à la, et puis ça prédate la pandémie, là, ce que je mentionne ici, qui nuit beaucoup et qui vient si on veut dire, réduire la marge d'autonomie des enseignantes dans l'exécution de leur travail et que la présence des professionnels en classe au Québec fréquemment ne vise pas à observer les enfants qui ont des besoins particuliers. Il vise à observer l'enseignante ou l'enseignant pour qu'elle adapte ses méthodes d'enseignement aux besoins particuliers de chaque élève. Donc, ça réduit d'une façon importante l'autonomie au travail de ce personnel.
Dans le contexte de la crise sanitaire au Québec, toujours dans un contexte néolibéral également, hein, il y a plusieurs écrits qui déplorent la détérioration des conditions de travail et de la souffrance au travail chez les enseignantes avant. Il y a plusieurs facteurs de l'environnement psychosocial du travail enseignant qui sont reconnus comme étant nocifs, dont une charge de travail élevée, un manque d'autonomie et de reconnaissance. Malgré les changements à l'activité du travail des enseignantes en temps de pandémie, il n'y a aucun consensus qui se dégage de la littérature, somme toute encore assez rare au primaire et au secondaire. Il y a quelques études internationales quant à l'aboutissement positif ou négatif de la profession enseignante. Donc, quelles sont les retombées positives ou négatives du contexte d'autonomie et des changements qu'on a adoptés pour la profession enseignante en termes d'autonomie au travail, de qualité d'emploi, de qualité de travail et de valorisation sociale. Donc, la recherche en cours présentement, c'est une recherche qui est en partenariat avec la Fédération des syndicats de l'enseignement affiliée à la CSQ, donc qui est dans les milieux francophones, qui représente les enseignants et les enseignantes dans une quarantaine de commissions scolaires francophones. On pourra me corriger si je me trompe, je n'ai pas le chiffre avec moi ici. Et bien sûr, l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, qui est également associée à la CSQ, qui représente les enseignants et enseignantes dans 9 commissions scolaires francophones, anglophones au Québec. La méthode que nous développons, c'est une méthode qui procède par triangulation, comme on voit fréquemment. Nous avons fait des groupes de discussion initiaux et quelques entrevues individuelles. Nous avons fait une recherche documentaire et présentement, nous procédons au sondage dont je vais vous montrer quelques résultats descriptifs aujourd'hui, non pas des résultats inductifs du tout, là, parce qu'on n'est pas encore rendu dans nos analyses. Mais le tout sera suivi ensuite à partir des résultats par encore une fois la formation de groupes de discussion avec des enseignants-enseignantes pour mieux comprendre ces résultats. Parce que les résultats quantitatifs en soi amènent une information assez limitée. Ils doivent être complétés par une recherche qualitative. Mais notre stratégie est d'utiliser les données résultats de cette enquête pour mener ensuite des groupes de discussion plus qualitatifs avec des enseignantes et des enseignants. La définition de la qualité d'emploi du travail, donc je n'ai pas mis les auteurs ici, là, mais c'est beaucoup Francis Green qui nous inspire pour notre définition. Donc, d'abord, la qualité de l'emploi, ça renvoie aux conditions de travail souvent inscrites dans les conventions collectives ou dans les contrats de travail si on n'est pas syndiqué. Donc, on parle de la rémunération, la sécurité d'emploi, avantages sociaux, la semaine normale de travail, les régimes de retraite et les statuts d'emploi. La qualité du travail fait référence à l'environnement de travail immédiat, donc aux conditions dans lesquelles les personnes accomplissent leurs tâches. Donc, on renvoie à la charge de travail, à l'autonomie professionnelle, à la conciliation travail-vie personnelle et bien sûr aux ressources dans le milieu de l'éducation, beaucoup aux ressources de soutien qui sont offertes et disponibles pour les enseignants. On peut penser aux éducatrices qui interviennent dans les classes, par exemple, pour aider avec les enfants en difficulté, ce qui est un enjeu important au Québec puisqu'on fait l'intégration azimut des enfants avec des difficultés dans des classes régulières sans beaucoup de mesures d'aide. Je vais vous donner un exemple. Ma conjointe, c'est une enseignante au niveau primaire. Sur 19 élèves dans sa classe, elle en a 11 qui ont des plans d'intervention, donc qui ont des difficultés reconnues, et puis ils n'ont pas d'aide, tout simplement. Donc, c'est à elle à s'adapter sa pédagogie pour chacun d'entre eux, suite aux observations par une psychopédagogue qui lui dit qu'elle doit modifier ses méthodes d'enseignement, même si elle enseigne depuis près de 30 ans. Donc, c'est un petit peu ça le modèle québécois que l'on voit présentement. Donc, les premiers résultats, description de l'échantillon un peu, ce ne sont pas toutes les données pour décrire l'échantillon, mais c'est celle que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, car pour l'objectif ici aujourd'hui, je crois que c'est assez suffisant. Je vais devoir me dépêcher. Ils ont beaucoup d'expérience au travail, nos répondantes. Ce sont majoritairement des femmes, majoritairement des personnes permanentes. Donc, elles enseignent habituellement dans une seule école, mais notez ici les élèves pays. Pays, ça veut dire, ce n'est pas programme international, c'est plan d'intervention. Donc, qui ont des difficultés d'apprentissage reconnues, fréquemment des troubles du spectre autiste. Ils en ont entre 1 à 10 dans leur classe. Donc, des fois, ça peut être la moitié de la classe. Plusieurs ont enseigné en ligne, la majorité ont enseigné en ligne dans le contexte de la pandémie, et plusieurs ont enseigné en mode hybride. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans notre questionnaire, on leur pose la question si elles ont l'intention de quitter la profession au secteur public. Parce qu'au Québec, il y a un grand secteur privé de l'enseignement très subventionné, hein, où elles peuvent aller avec à peu près les mêmes conditions de travail. Et puis, au-delà de 40 comme vous voyez ici le chiffre 44,37, nous ont mentionné que oui, elles songeaient à quitter la profession, ce qui est assez préoccupant. Donc, les changements qu'il y a eu
dans les classes. Beaucoup, ce qu'on a vu beaucoup au Québec, je ne les mentionnerai pas en détail ici, là, mais on a vu beaucoup des bulles classes qui ont été émergées. Donc, on restait dans notre bulle de classe toujours. Et puis, vous voyez ici, la majorité de ces changements-là, je ne les détaillerai pas ici, là, mais elles considèrent les enseignants-enseignantes qui ont répondu à notre questionnaire, notre échantillon, qu'elles ont un impact très négatif ou négatif sur leur expérience au travail. Donc, déjà, la réorganisation du travail, de l'enseignement dans le contexte de la pandémie, les enseignants-enseignantes qui ont répondu à notre questionnaire considèrent qu'elles ont eu des effets néfastes pour elles. Donc, ça n'a pas été quelque chose de positif. Ensuite, également, sur les activités, ils considèrent également que ces changements ont eu des impacts très négatifs sur l'apprentissage des élèves, sur la planification de leurs propres activités des enseignantes en classe, sur le choix qu'elles faisaient de leurs activités pédagogiques. Donc, on voit ici qu'il y a une pression sur l'autonomie. Hein? Sur la capacité à enseigner toutes les matières prévues dans la journée, bien sûr, d'abord, fréquemment, elles ne peuvent pas le faire. Bien sûr, ça a eu un impact. Également, le suivi des élèves en difficulté. Elles ont trouvé très difficile la capacité de faire le suivi des élèves en difficulté. Ensuite, nous avons ici posé une série de questions sur l'enseignement en ligne. Donc, on peut voir ici que, encore une fois, il y a des considérations très négatives de l'effet de l'enseignement en ligne. J'ai essayé d'en trouver des positives, là, mais il n'y en avait pas. Que voulez-vous? Hein? Il n'y en avait pas. Donc, ce que je sais à mettre de l'avant ici, c'est que l'enseignement en ligne, la plupart de nos répondantes, 76,82% d'entre elles, nous mentionnent que ça a eu un effet d'augmenter leurs heures de travail. Également, ici, la charge de travail, on leur a posé la question ici, donc en 2021-2022, dans le contexte de la pandémie, si leur charge de travail était trop lourde, plusieurs d'entre elles répondent que oui. Elles répondent également que seulement 33,78% d'entre elles répondent que leur santé mentale est bonne, ce qui est très, très préoccupant. Et seulement 20,53% d'entre elles mentionnent également qu'elles arrivent à bien concilier leur vie au travail et leur vie hors travail. Et elles considèrent qu'elles n'ont pas assez de ressources dans une très large proportion, parce que seulement 13% d'entre elles considèrent qu'elles ont assez de ressources de soutien pour accompagner les élèves. Et c'est une problématique très importante au Québec, la pénurie de personnel dans le milieu scolaire. Pour vous en donner une idée, là, ça ne fait pas partie du sondage, mais les informations que j'ai, c'est qu'il y a près de 4000 enseignantes au Québec et enseignants qui ne sont pas qualifiés, qui sont titulaires de classe présentement, ce qui est assez préoccupant. Finalement, également, ici, changement au travail depuis le début de la pandémie, les effets que ça a eu pour les enseignants-enseignantes, presque 100% d'entre elles disent que leur niveau de fatigue a augmenté. Leurs tâches sont beaucoup plus complexes pour près de 80% d'entre elles. Encore une fois, elles arrivent très mal à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, et leur niveau de plaisir au travail a fortement diminué pour 61,50% d'entre elles. Donc, on peut voir ici que ça a eu beaucoup d'effets néfastes sur leur expérience au travail. On voit un prolongement, si on peut ainsi dire, de la tendance que l'on voyait autrefois. Également, elle mentionne, les enseignants-enseignantes, que la pandémie, l'autonomie professionnelle est très importante pour elles, mais elle considère également qu'elle n'est pas très valorisée par la direction de leur école dans le contexte de la pandémie. Seulement un peu plus de la moitié d'entre elles nous mentionnent que c'était valorisé. Il y a d'autres données ici, là, mais je n'ai pas le temps de passer à travers si je veux respecter mon 15 minutes. Donc, ici, elle nous indique également, on leur a posé des questions sur la reconnaissance au travail. Et puis, ce que je veux mettre en lumière ici, c'est que la reconnaissance au travail, elle mentionne, 60% d'entre elles mentionnent que c'est important pour elles, mais elles le reçoivent essentiellement des directions des établissements scolaires ou de leurs collègues. Seulement 50% d'entre elles considèrent que les parents sont reconnaissants du travail qu'elles ont fait pendant la pandémie. Il me reste moins qu'une minute. Finalement, la question de la valorisation, qui est très importante pour la profession enseignante. S'il vous plaît, parlez pas quand je parle, c'est déplaisant. Donc, ici, on leur a demandé ici d'indiquer l'évolution de la valorisation de la profession enseignante depuis le début de la pandémie. Et puis, ce qu'on peut voir ici, hein, c'est que plusieurs d'entre elles, 75% de nos répondantes mentionnaient que c'était très important la valorisation, mais la forte majorité estime que la valorisation a fortement diminué. Et puis là où on retrouve le plus fort, c'est vis-à-vis le gouvernement, également vis-à-vis la population en général. Ensuite, ça diminue, mais quand même, il n'y a pas un processus de revalorisation tel qu'elle s'y attendait des enseignantes. Donc, qu'est-ce que l'on peut en conclure?
D'abord, c'est un projet qui n'est pas achevé, là, on est à mi-parcours, qui porte sur un regard sur la profession enseignante et ses conditions de travail avant et pendant la pandémie. Du point de vue des relations de travail et de la mobilisation syndicale, excusez-moi, il y a une coquille. Je vais terminer avec ça parce que ça sonne. Hein? Donc, je vais terminer avec ça. Une vraie course contre la montre. Donc, d'un point de vue des relations de travail et de la mobilisation syndicale, les résultats semblent conforter les campagnes syndicales qui valorisent ou qui visent à valoriser la profession enseignante. Il y en a beaucoup au Québec de telles campagnes, car c'est un enjeu important. Les résultats semblent également appuyer, mais là encore une fois, on a seulement des résultats descriptifs, semblent également appuyer les revendications syndicales pour l'allègement de la charge de travail, la reconnaissance de l'autonomie professionnelle dans les conventions collectives et un plus grand contrôle du temps de travail. Donc voilà, j'aurais aimé ça m'étendre beaucoup plus, mais je ne peux pas le faire. Excusez-moi.